Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons aujourd'hui Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Demain s'ouvre donc au Palais Bourbon le débat sur la réforme des retraites. Un marathon de 50 heures, sans doute le plus symbolique de la mandature. Et dans ce contexte, on entend les socialistes dénoncer les conditions de cette discussion parlementaire. Marisol Touraine, porte-parole du groupe PS sur les retraites, dit on a un sablier sur la tempe. Alors Bernard Accoyer, est-ce que vous allez empêcher, est-ce que vous empêcherez ce débat ou pas? Bon, l'opposition est dans son rôle. Tout ce qui peut soulever le débat, elle l'utilise et c'est normal. Mais vraiment le fond de la question, c'est de réunir de bonnes conditions pour un bon débat, et je crois que ces conditions sont réunies. On va appliquer un des grands points de la réforme constitutionnelle et de la réforme du règlement de l'Assemblée que j'ai développé. Il s'agit de la mise en œuvre du temps législatif programmé. C'est-à-dire que les groupes auront 50 heures rien que pour eux, et 60% de ce temps sera réservé aux groupes d'opposition. J'ajoute que ne sont pas décomptés, bien sûr, en plus, le temps du gouvernement, le temps du rapporteur. On peut tabler sur une durée de débat qui va être d'environ 75 heures. Et il y a déjà eu 25 heures en commission. Ça va faire 100 heures au total, environ 100 heures. Aucun Parlement au monde ne consacre autant de temps sur un seul projet de loi. Et quant à nous, c'est une durée qui est comparable à celle des textes les plus emblématiques sur l'audiovisuel, sur les retraites en 2003. Et en même temps, vous fixez une date butoir avec un vote solennel prévu en première lecture le 15 septembre. Oui, en principe le 15. J'ajoute que le temps législatif programmé a supprimé les incidents de procédure, les innombrables rappels au règlement, les suspensions de séance. Pensez qu'en 2003, on avait passé 24 heures de séance en suspension de séance. Ça veut dire que, si vous voulez, les élus, comme les fonctionnaires, les journalistes, avaient été immobilisés pour ne rien faire. Ça veut dire que c'est vous, pour éviter justement ces problèmes, qui allez présider de bout en bout le débat? Je présiderai une grande partie des travaux, bien sûr, mais surtout, ce débat va être centré sur le fond. C'est-à-dire que l'opposition pourra faire prévaloir et faire valoir ses points de vue, ses contre-propositions. On ne va parler que du fond. C'est un changement formidable. On va avoir à peu près 700 amendements au lieu d'en avoir 10 000. Vous dites le fond. Est-ce qu'il existe encore des marges de manœuvre sur cette réforme ou alors tout est déjà bouclé, puisqu'on a des gens, y compris, j'allais dire, ce qu'a dit l'Élysée ce week-end sur les concessions qui semblent se dessiner? J'ai entendu l'Élysée, au contraire, dire que sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur les polypensionnés, il y aurait des ouvertures, il y a de la marge pour faire évoluer le texte et je m'en réjouis. Maintenant, est-ce que les Français peuvent être ceux qui continueront de travailler le moins longtemps au cours de la semaine, au cours du mois, au cours de l'année, au cours de la vie, et garder le modèle social français? Il faut du courage pour sauver le système social. C'est ce courage qu'a le gouvernement. Tout le monde en convient. Tous les pays du monde ont réformé dans un sens de l'allongement de la durée de cotisation leur système de retraite. Et dans votre esprit, le passage de 60 à 62 ans est irréversible? Mais c'est une question de bon sens et d'arithmétique. La génération à laquelle j'appartiens a tout eu. Et en particulier, elle s'est octroyé le droit de réduire sa durée de travail au cours de la vie et de faire payer tout cela par les jeunes. Il y a un moment où on n'a pas le droit d'aller trop loin. Et maintenant, pour sauver, parce que la crise en plus a rendu plus aiguë la situation financière, pour sauver le système des retraites, pour sauver les retraites des retraités d'aujourd'hui et les retraites des retraités de demain, il faut réformer le dispositif. Alors, est-ce qu'Éric Woerth est encore l'homme de la situation pour mener à bon port cette réforme, avec les successions de révélations sur l'affaire Bettencourt, les syndicats qui ne le reconnaissent plus comme interlocuteur, et même les Français qui, dans un sondage récent, estiment qu'il est plus forcément au bon poste? Est-ce qu'il est toujours l'homme de la situation? La campagne ad hominem qui est conduite contre lui m'interpelle par sa brutalité, sa persistance. Moi, je pense à l'homme, qui est un homme honnête, qui est un homme qui a une pression insupportable et qui pourtant tient et travaille le fond. J'en ai encore parlé avec lui récemment. Oui, c'est un ministre qui a travaillé ce dossier depuis longtemps, qui le connaît de fond en comble et qui est bien entendu non seulement à sa place, mais certainement particulièrement pertinent pour le conduire.
Dans votre esprit, la manifestation de demain, qui s'annonce très importante, peut-être l'une des plus importantes depuis le début du quinquennat, c'est un baroud d'honneur des syndicats et de la gauche ou c'est le début d'un mouvement plus profond? Non, c'est une expression syndicale, elle est donc importante, elle doit être respectée et il faut en tenir compte, mais ça n'est pas non plus la rue qui doit empêcher un gouvernement courageux de sauver les retraites actuelles et d'avoir un regard sur les jeunes générations autre que celui qui a prévalu jusqu'à présent, où finalement on disait les jeunes paieront. Ça n'est pas acceptable. Alors, le climat politique en cette rentrée semble assez difficile pour la majorité. Alain Juppé n'a pas caché son inquiétude. On l'écoute, il était hier l'invité du grand jury RTL Le Monde. C'est pas gagné. Vu d'aujourd'hui, la bataille va être difficile. Parce qu'il ne faut pas se payer de mots. Le président, le gouvernement, la majorité ont perdu la confiance d'une partie de leur électorat, de notre électorat. Vous partagez ce point de vue, Bernard Accoyer? Il est normal qu'à 2 ans de l'échéance présidentielle, les uns et les autres apportent leur analyse, leur contribution pour aider l'exécutif, la majorité, à emporter les élections en 2012. Et c'est dans ce sens que j'entends les propos d'Alain Juppé. Et il faut toujours essayer de faire mieux, d'être mieux compris, d'écouter davantage et de prendre des décisions qui sont partagées. Alain Juppé, qui était décidément très en verve hier, a également fait cette suggestion. On l'écoute encore. Je crois que nous avons besoin maintenant d'un changement assez profond. Et d'ailleurs, le président de la République en est conscient, puisqu'il a annoncé suffisamment à l'avance un remaniement ministériel. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion de changement assez profond dans la façon de gouverner du président, par exemple, la façon les rapports qu'il a avec son gouvernement, son Premier ministre? Écoutez, moi je n'ai pas porté de jugement sur l'attitude des uns et des autres. Ça serait déplacé. Mais j'ai toujours dit, et depuis longtemps, qu'il y avait une certaine confusion dans cette législature et qu'il convenait que chacun soit davantage à sa place dans l'équilibre de l'exécutif et dans l'équilibre entre les groupes parlementaires et le mouvement politique. J'ai le sentiment que cette analyse est partagée. Eh bien, je constate que le mouvement, l'UMP, se met à travailler davantage le fond, qu'il ouvre une série de conventions, de débats, et je constate que, également au niveau de la conduite des réformes par le gouvernement, chacun est davantage à sa place, une majorité qui soutient le gouvernement, et je suis certain que la majorité sera très présente dans l'hémicycle, notamment pour la réforme, et d'abord pour la réforme des retraites. Samedi, 4 responsables politiques de la majorité ont publié dans le Figaro une tribune qui appelait à une sorte de sursaut de la droite pour éviter une défaite en 2012. Cette tribune était signée de Jean-François Copé, Bruno Le Maire, François Baroin et Christian Jacob. Est-ce que vous l'auriez signé comme l'a dit Alain Juppé? Non. D'abord, il n'a pas exactement dit qu'il l'aurait signé. Volontiers. Oui. Non, je ne crois pas que ce soit son expression. Moi, il voulait dire que sur le fond, il partageait un certain nombre de réflexions qui d'ailleurs ne sont pas vraiment nouvelles. Hein. Tout ce qui est dit dans cette tribune, c'est quelque chose qui est largement partagé par l'exécutif et par la majorité. Mais je ne l'aurais pas signé parce que, pour ce qui me concerne, lorsque j'ai quelque chose à dire à mes amis politiques, je le leur dis dans leur bureau, ou en tête-à-tête, ou au téléphone, avant de le faire à la une des médias. Vous n'aimez pas cette méthode un peu bruyante? C'est pas mon tempérament, c'est peut-être parce que j'ai une longue vie avant la vie publique. Pensez-vous qu'il faille des changements à la tête de l'UMP? On en parle beaucoup. Jean-François Copé a plus ou moins posé sa candidature. L'Élysée semble l'étudier. Beaucoup appellent à un renouvellement, un nouveau dynamisme à la tête du parti. Est-ce que vous pensez que Jean-François Copé ferait un bon secrétaire général de l'UMP? Je vous répondrai que la politique politicienne ne m'intéresse guère et qu'aujourd'hui, les Français sont à juste titre préoccupés par leur retraite, par leur pouvoir d'achat, par leur emploi, par la sécurité, et que la cuisine politique, tenir tel ou tel appareil, avoir telle ou telle responsabilité, c'est vraiment pas ce que doivent avoir comme priorité ceux qui sont élus, ceux qui servent les Français. D'abord, on conduit les réformes, et une fois qu'on les aura conduites, viendra le moment des échéances et des candidatures. Quel regard portez-vous sur
le style de François Fillon cette rentrée, qui lui-même dit assumer ses différences avec l'Élysée, prend quelques distances sur plusieurs dossiers, en tous les cas au moins sur la forme. Qu'est-ce que vous en pensez? Il cherche quoi là? Je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'il y ait un espace différent des différences de personnalité entre le président de la République et le Premier ministre. Et je n'ai jamais noté de différence sur le fond sur quelques dossiers. Mais comme l'a dit François Fillon lui-même, chacun s'exprime avec ses mots, avec sa sensibilité. Je trouve qu'au contraire, c'est une heureuse complémentarité qu'il y a entre le président de la République et le Premier ministre. Eh bien, Bernard Accoyer, on vous remercie pour ces mots. Et puis à demain pour une nouvelle édition du Talk Orange de Figaro. Merci.